Bonjour. Alors, dans cette deuxième partie, bienvenue dans cette deuxième partie du TPI. Donc, on va développer un modèle de tirelire. Ça va être le modèle numéro 2. Donc, l'idée, c'est d'améliorer la conception du modèle et, aux surprises, on va l'appeler tirelire 2. Donc, au passage, il va falloir créer des nouvelles classes pour gérer les nouveaux menus et on va voir comment on peut réduire en partie la redondance qu'on a introduite dans le code. Préalable, partie 1. Donc, on va commencer par, disons, coder la tirelire 2. On va, disons, ajouter des trucs pour ce qui est du menu général. Après ça, on va réduire la redondance. Et conclusion et remise. Donc, tirelire 2. Donc, pour la tirelire 1, on avait utilisé deux classes statiques. Donc, première classe ici, c'est-à-dire on avait une classe de données, tirelire 1, qui contient la donnée, le montant total. Et après ça, on avait codé une classe utilitaire, opération 1, qui contient les opérations qu'on peut effectuer sur une tirelire, déposer, retirer, vider. Et ces opérations-là, en fait, cette classe-là utilise la classe tirelire 1 parce que les méthodes qui sont ici s'appliquent à les données qui sont ici. Donc ici, on a une classe de données pure et ici, on a une classe de méthode pure, les deux étant statiques. Donc, l'idéal en programmation objet, c'est généralement de combiner les données avec les méthodes qui agissent sur ces mêmes données dans une seule classe. Donc, on combine les données avec les méthodes, donc une classe de données avec une classe utilitaire, pour obtenir un singleton ici, donc une classe qui combine les deux. Dans une seule classe, on retrouve la donnée montant total qui est un décimal et les méthodes déposer, retirer et vider. Donc, en C#, si vous prenez le modèle qu'on a élaboré ici, si on le transpose en C#, on va obtenir le code ici. Donc, la classe tirelire 2 qui contient un montant getSet, propriété, et trois méthodes déposer, retirer et vider. Mais cependant, on peut faire un petit peu mieux que ce qu'on vient de mettre ici. On va voir comment. Donc, au lieu d'utiliser une propriété getSet, on peut utiliser ce qu'on appelle une propriété getPrivateSet. Donc, vous l'avez ici, on met private devant le set. L'avantage, c'est que le montant total qui est ici va rester lisible à l'extérieur de la classe, mais que uniquement les méthodes déposer, retirer et vider vont pouvoir modifier le montant. OK? Donc, pourquoi on voudrait utiliser quelque chose comme getPrivateSet? Ben, ça permet un meilleur contrôle des données. Pourquoi? Parce qu'en restreignant l'accès aux données aux seules méthodes de la classe, on restreint d'autant les risques de corruption ou de négligence et on favorise l'intégrité des données. Si une corruption se produit, par exemple, si le montant dans la tirelire devient négatif, ce qui devrait être impossible en principe, alors on sait que l'erreur se trouve quelque part dans l'une des méthodes qui contrôle les changements d'état pour cette propriété-là dans la classe et nulle part ailleurs dans le programme. Autrement dit, vous savez, ça limite, s'il y a un problème qui est identifié, ça limite les emplacements possibles d'où peut originer le problème. Donc, c'est un avantage considérable et on l'utilise abondamment en programmation par objet. On appelle ça l'encapsulation. Donc, si vous voulez, on peut faire une analogie avec un musée, par exemple. Donc, vous êtes responsable d'exposer un immense diamant dans un musée. Question, allez-vous le laisser à l'air libre ou alors allez-vous le mettre sous une cloche de protection? Donc, si vous le laissez à l'air libre, tout le monde peut le voir et tout le monde peut le prendre et le toucher. Si vous le mettez sous cloche, tout le monde peut le voir, mais seuls certains employés triés sur le volet peuvent le toucher. Donc, évidemment, vous savez évidemment ce qu'il faut faire. Donc, on ne veut pas que tout le monde puisse le prendre puis le toucher le diamant, parce que s'il s'envole,
ben, n'importe qui peut être parti avec. C'est sûr qu'il y a des caméras de surveillance, tout ce que vous voulez, mais, ou alors si le diamant est entaché, ou il est craqué, ou peu importe. Donc, évidemment, il faut le mettre sous cloche, puis il faut que ça soit certains employés triés sur le volet qui peuvent le toucher. Comme ça, si jamais il y a un problème identifié avec le diamant, ben, on le sait que c'est une des personnes qui a accès au diamant qui est responsable du problème. Donc, ça limite la provenance des dégâts, s'il y en a qui sont causés. Donc, en résumé, en ce qui concerne les données publiques mutables, on peut utiliser un champ public. Okay? Dans ce cas-là, tout le monde peut le modifier, puis on peut aussi prendre son adresse, donc le modifier indirectement sans le savoir. En général, c'est à éviter. On peut utiliser une propriété getSet, donc tout le monde peut modifier à ce moment-là le champ, mais au moins, on ne peut pas prendre son adresse, donc c'est impossible de le modifier sans le savoir. C'est bien pour les classes de données, c'est à éviter autrement. Finalement, on a des propriétés getPrivateSet. Tout le monde peut voir la donnée, seulement les méthodes de la classe peuvent la modifier. L'idéal, c'est ce genre de méthode-là, de propriété-là, pardon, dans la plupart des circonstances. Donc, on augmente la protection en allant dans cette direction-là, donc c'est mieux. Donc, rendu ici, vous pouvez coder la classe -lire2 dans le projet -lire lib. Ensuite de ça, vous pouvez ajouter le fichier de test fourni, tester-lire2.c#, et vous pouvez, dans ce fichier-là, modifier les initiales qui s'y trouvent, les miennes, pour les vôtres, et vous pouvez ensuite tester. Normalement, tout devrait passer, et quand tout fonctionne, vous faites votre saisie ici. Donc, normalement, la méthode, c'est ça, les méthodes, disons, qui ne devraient pas trop changer par rapport à opération 1. Donc, vous pouvez maintenant utiliser Git, faire un commit and push, donc valider tout et pousser avec un message approprié. On est dans la partie 2, section 1, et le titre de cette section-là, c'était le titre, c'était -lire2, donc c'est pour ça qu'on a le message suivant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en résumé? On a créé un nouveau modèle pour la -lire qui combine données et méthodes dans une classe unique. Donc, on parle de singleton statique. On a renforcé l'intégrité et le degré de protection du montant grâce à une propriété de type getPrivateSet. Ça nous ramène à l'idée de construire un menu général. Donc, un instant. Donc, la première chose à faire, ça va être de coder une classe menu-lire2 qui fait la même chose que menu-lire1, mais pour la -lire2 au lieu de la -lire1. Donc, nota bene, un copier-coller intelligent et parfaitement adéquat ici, dans un premier temps, même s'il y a beaucoup de redondance de code. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette redondance-là, en partie, disons, un peu plus loin. Donc, vous avez ici menu-lire1.c#, menu-lire1 avec l'ensemble des méthodes dedans, et même chose pour menu-lire2, on a un affiché, puis après ça, on a plein de méthodes privées ici, à l'interne. OK? Ensuite, on va coder une classe menu général qui se présente ainsi. Donc, menu général.c#, on a une méthode publique affichée et 3 méthodes privées affichées en tête, traiter menu et continuer et reset. Donc, vous avez ici comment le menu général s'affiche. Donc, on a l'historique, le montant, qu'est-ce qu'il y a dans la -1, qu'est-ce qu'il y a dans la -2, et les méthodes, les choix disponibles par l'utilisateur, quitter, reset, -lire1, -lire2. Vous faites votre saisie, après avoir codé menu général. Les différentes options du menu général, quelles sont-elles? Donc, vous avez quitter, qui permet de quitter l'application. Vous avez reset, qui permet de remettre les -lire et de vider l'historique. Ça remet les -lire à 0, puis ça vide l'historique. Vous avez -lire1 qui va afficher le menu pour la -lire1. Vous avez -lire2 qui va afficher le menu pour la -lire2. Donc, concernant l'historique,
Mais l'historique des opérations de menu s'applique au menu général et aux différents menus tirelire 1 et 2 respectifs. Donc, par exemple, vous avez ici le menu général. Par exemple, dans le menu général, si vous allez dans le menu tirelire 1, après ça, vous déposez 1000 $. Vous allez dans le menu tirelire 2, vous déposez 400 $, vous retirez 50 $. Et après ça, vous retournez dans le menu tirelire 1, vous retirez 200 $. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 800 $ dans la tirelire 1 et 350 $ dans la tirelire 2. Donc, vous vous arrangez pour que l'historique affiche ce que vous voyez là. Et ce faisant, on s'attend à ce que les montants ici s'affichent. Donc, quand ça fonctionne, vous faites votre saisie, vous la mettez ici. Évidemment, ça devrait obtenir ça après avoir fait les opérations qui sont là. Quand vous êtes dans le menu tirelire 2, l'historique, c'est la même chose. Il n'y a pas un historique particulier à tirelire 2, donc il y a un seul historique. Et l'historique s'affiche que vous soyez dans le menu général ou dans le menu tirelire 2, l'historique est toujours là. Okay? Donc l'historique affiche menu tirelire 1, tirelire 2, blablabla. Okay? Donc quand vous êtes dans tirelire 2, l'actif va être à ce moment-là de 500 $. Pour ce qui est de la persistance, qu'on avait développé aussi dans la partie 1, donc la persistance s'applique aux données des deux tirelires. Par exemple, s'il y a 800 $ dans la tirelire 1 et 350 dans la tirelire 2, et que vous fermez le programme, donc vous fermez le programme avec quitter, et non pas en cliquant sur le truc, vous fermez avec quitter. Quand vous allez ouvrir à nouveau, vous allez avoir ceci, donc vous allez avoir les montants qui ont été préservés. Mais l'historique, par contre, est vide parce qu'on ne le fait pas persister. On aurait pu faire persister l'historique, mais bon, on ne le fait pas. Donc, vous faites votre saisie une fois que ça fonctionne. Finalement, quand on fait un reset, on demande d'abord confirmation ici. Voulez-vous vraiment, oui ou non? Okay. Et si la personne répond oui, ben on le fait. Si elle répond non, ben on abandonne. Donc, pour ce qui est de lire ici, oui ou non, on peut utiliser consoleplus.lire, lire booléen, pardon. Okay, donc, dans le console plus, vous avez une méthode qui s'appelle lire booléen, qui permet de lire un booléen, qui fonctionne comme lire décimal ou ce genre d'autres trucs. Donc, en somme, on présente ici l'architecture générale d'application console. Une fois qu'on va avoir codé le menu général et le menu tirelire 2, on voit que le programme utilise persistance, le programme utilise le menu général, et le menu général lui-même utilise le menu tirelire 1 et le menu tirelire 2. On se retrouve donc avec 5 singletons statiques, une classe principale et 4 classes secondaires. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire un commit and push en mettant un message approprié. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un menu général et un menu particulier pour la tirelire 2. L'idée, c'est de mettre chaque menu dans sa propre classe et d'adopter une structure similaire. Il y a quand même une certaine redondance dans le code. On va essayer de réduire cette redondance-là dans la prochaine section. Bon, réduction de la redondance. Donc, il y a quand même beaucoup de redondance dans le code, en particulier entre les deux menus pour afficher les tirelires modèles 1 et 2. Donc, une certaine redondance est inévitable en programmation, donc il faut apprendre à tolérer sa présence dans une certaine mesure. Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'en général, les programmeurs débutants, en fait, font trop de redondance. Okay. Donc, mais la redondance, c'est ça. C'est comme trop, c'est comme pas assez. Donc, si on essaie trop d'éviter la redondance, disons qu'on finit par s'enfarger une fleur du tapis. Et si on tolère trop de redondance, ben, disons qu'on prépare le terrain pour de futurs problèmes considérables. Donc, l'idée, c'est de réduire la redondance dans une certaine mesure. Donc, une certaine redondance, comme on a dit, est inévitable. Donc, la redondance, on a, disons, dans un programme, on a souvent deux parties. On a une partie qu'on appelle le front-end, qui est l'interface au programme. Donc, dans notre cas, l'interface, c'est une interface console, mais on pourrait aussi avoir une interface avec des fenêtres. On va voir plus tard dans le cours comment on peut faire ça. Donc, ça, c'est le front-end. Dans une page web, mais le front-end, c'est ce qui apparaît sur la page web. Okay? Après ça, vous avez le back-end. Le back-end, c'est le modèle.
c'est le tirelire lib. Donc ça, c'est les données, la manipulation des données et ce genre de choses-là. Okay? Donc, la redondance dans le front-end est généralement moins dommageable ou préoccupante que la redondance dans le back-end. Donc, dans l'état actuel des choses, oui, il y a une certaine redondance, mais moi, personnellement, je ne serais pas trop pressé pour résumer le code pour réduire sa redondance. Mais c'est un exercice qui est riche d'enseignement, donc on va le faire un peu. Bon, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on a? On a deux classes, menu-1, menu-2, et les deux possèdent les méthodes privées suivantes. Donc, vous avez afficher en tête, traiter menu et continuer, déposer, retirer, vider, vider. Donc là, normalement, dans le modèle, on n'affiche pas ce qui est privé parce que ça, disons que ça engorge le modèle pour rien, puis c'est ce qui est privé, disons qu'on le garde privé. Mais des fois, on l'affiche pour prendre conscience un peu de ce qui se passe. Donc ça, c'est l'état actuel de notre architecture. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, suite au réusinage, ben, on veut prendre certaines méthodes, dans notre cas, c'est afficher en tête et traiter menu et continuer, puis on veut les généraliser pour que menu-1 et menu-2 utilisent les mêmes méthodes. Okay? Donc, que la méthode ne soit pas répétée dans les deux classes, mais qu'il en existe une seule version. Et cette version-là, ben, on va la mettre dans une classe utilitaire menu utile. Le but étant d'éviter la redondance. Donc, comment on peut faire pour généraliser une méthode? Ben, pour généraliser une méthode, il faut, disons, faire abstraction de ce qui est différent. Il faut pouvoir avoir un moyen de spécifier ce qui est différent dans les deux cas. Donc, on avait ici affiché en tête, ça c'est pour la tirelire 1, puis on a affiché en tête pour la tirelire 2. Donc, c'est quoi qui est différent entre les deux codes qu'on a ici d'afficher en tête? Ce qui est différent, c'est qu'ici, on a tirelire 1, ici, on a tirelire 2, et ici, on a tirelire 1, point montant total, et ici, on a tirelire 2, point montant total. Donc, la différence entre ces deux codes-là, c'est le nom, le numéro de la tirelire, ou le nom, si vous voulez, le 1 et le 2, et le montant total qu'on doit afficher avec l'entête. C'est les deux différences. Donc, vu qu'on a ces différences-là, ça va nous prendre des arguments pour pouvoir spécifier ces différences-là. Donc, l'astuce, comme on l'indique ici, c'est d'ajouter un argument pour à chaque fois qu'on a une différence qu'on trouve dans le code entre les deux. Donc, vous allez maintenant réusiner afficher en tête. Donc, vous allez mettre la méthode afficher. Vous allez créer une nouvelle méthode afficher en tête que vous allez mettre dans le menu utile, qui va prendre ici quoi? Deux arguments. Les arguments ici pour le numéro et pour le montant total. Et vous allez mettre le code à l'intérieur, qui permet de générer l'entête. Okay? Ensuite de ça, vous êtes en mesure de supprimer les versions privées dans les classes menu-lire 1 et menu-lire 2. Évidemment, il faut remplacer les appels qu'on faisait à menu-lire 1 et menu-lire 2. C'est-à-dire, il fallait remplacer les appels qu'on faisait à afficher en tête par l'appel à la nouvelle méthode ici, afficher en tête. Donc, comme on dit ici, afficher en tête a disparu. Si on vient ici, là, on voit que afficher en tête a disparu des classes menu-lire 1 et menu-lire 2 parce qu'on va appeler afficher en tête de l'autre de menu utile. Alors, on se retrouve aussi dans le cas où on veut généraliser traiter menu et continuer. Donc ici, on a traité menu et continuer. Donc ce cas-là est un peu plus spécial à généraliser que afficher en tête. D'abord, si vous examinez le code dans les deux classes, vous verrez qu'il est rigoureusement identique. En tout cas, c'est comme ça dans ma version du code. Okay, donc, dans les deux cas, vous avez exactement la même séquence de code. En fait, la différence, c'est la nature des méthodes déposées, retirées et vidées qui sont invoquées. Donc, dans chaque classe, c'est pas exactement les mêmes versions. Donc, dans la classe, par exemple, menu-lire 1, ça va être menu-lire, ça va être la classe, ça va être la méthode déposée de menu-lire 1, la méthode retirée de menu-lire 1 et la méthode vidée de menu-lire 1 qui va être appelée.
Par contre, dans menu tirelire 2, ça va être déposé de menu tirelire 2, retiré de menu tirelire 2 et vidé de menu tirelire 2 qui va être appelé. Donc, c'est pas la même action qui est faite dans chaque cas. Donc, même si le code est rigoureusement identique, c'est pas les mêmes actions qui sont faites. Donc, pour généraliser ce genre de méthode-là, okay, on utilise une technique qui est comme pour afficher en tête. Donc, il faut passer un argument pour chaque différence qu'on observe dans le code. Mais ici, on ne doit pas passer une valeur décimale ou un entier ou une string. Donc, il faut passer des versions différentes des méthodes qui vont être à invoquer dans la méthode. Donc ça, c'est possible de le faire en C# en utilisant ce qu'on appelle un type fonctionnel. Donc on voit ici que traiter menu et continuer, on va avoir besoin de 3 arguments pour tenir compte de la différence qu'on trouve dans le code. Donc vous avez déposé, retiré et vidé, qui sont des méthodes différentes dans les deux menus. Donc, c'est des actions différentes qui doivent être faites. Donc, il faut les passer en argument ces appels-là. Okay? Donc, comment on peut faire ça? Alors, on peut faire ça en faisant ce que vous avez ici. Donc, si vous l'avez, en fait, je vous donne le code. Donc, vous avez déposé, retiré et vidé qui vont être passés comme étant des actions. Donc, on n'est pas des décimaux, on n'est pas des strings, on n'est pas des entiers, des booléens, etc. On passe des actions, c'est-à-dire des fonctions. Donc ici, la première fonction, c'est déposer, la deuxième, c'est retirer, puis la troisième, c'est vider. Donc, quand on dépose, ben, on dépose, quand on retire, puis quand on vide, on vide. OK? Donc, coder ça, cette méthode-là, dans menu utile. OK? Et ensuite de ça, il faut, disons, supprimer les anciennes versions de cette méthode-là. Donc, on peut demander à Visual Studio de le faire pour nous. Donc, par exemple, si vous allez... c'est-à-dire avant... supprimer ensuite les anciennes versions de cette méthode. On peut demander à Visual Studio de le faire pour nous, puis remplacer les appels existants par des appels à la nouvelle version. Ouais, c'est juste que là, j'étais un peu... Vous allez devoir remplacer... Je me suis mal exprimé ici. Là. Vous allez devoir remplacer les appels existants avant de supprimer les anciennes versions parce qu'il ne s'apercevra pas que vous n'en avez plus besoin. Donc, j'ai inversé les deux trucs. Là. Donc, je reprends. Remplacer d'abord les appels existants par des appels à la nouvelle version. Donc, par exemple, ici, plutôt que de faire un while, traiter, menu et continuer, on va faire, par exemple, un while, menu utile, point traiter, menu et continuer, et on va passer en argument les 3 méthodes, les 3 actions qui doivent être faites dans le cas de déposer, retirer et vider. Donc, notez que ici, c'est carrément les méthodes qui sont passées en argument, et pour ce faire, on n'a pas besoin de mettre les parenthèses. L'idée, c'est pas c'est pas d'exécuter déposer, c'est de passer la méthode déposer qui, elle, va être exécutée dans la méthode traiter menu et continuer. Donc, c'est déposer qu'on passe en argument. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez supprimer les anciennes versions de, par exemple, la méthode, des différentes méthodes. Et, en fait, vous pouvez même demander à le faire, à Visual Studio de le faire pour vous. Par exemple, si vous voyez ici traiter menu continu, vous allez voir que ça va être souligné en vert parce que la méthode n'est pas utilisée. Et si vous cliquez là-dessus, vous allez voir, il y a une option. En fait, si vous faites CTRL point, ou vous cliquez du bouton droit, ou en tout cas peu importe, vous allez voir qu'il va y avoir une action comme supprimer les membres non utilisés. Vous cliquez là-dessus, puis pouf, tout ce qui est non utilisé disparaît. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant valider que le programme fonctionne toujours comme il fonctionnait avant. Donc, vous pouvez faire un dépôt, un retrait dans tirelire 1, tirelire 2, et vous pouvez même vider et vérifier que tout fonctionne. Donc, au final, les méthodes affichées en tête et traiter menu et continuer ont migré vers la classe menu utile. Elles ont donc disparu des classes menu tirelire 1 et 2. Donc, par exemple, si dans menu tirelire 1, vous aurez pu les méthodes affichées en tête et traiter menu et continuer. Donc, faites une saisie ici pour montrer que ça a bien disparu de votre code.
Alors, est-ce qu'on pourrait pousser plus loin? Donc, ça serait possible de pousser plus loin la réduction des redondances dans le code. En fait, on aurait pu carrément envoyer la méthode affichée dans le menu utile et lui passer plusieurs arguments, parfois étranges. En fait, on va voir ça dans la prochaine partie du TP. Mais c'est pas souhaitable de le faire maintenant parce que d'autres versions de la tirelire viendront plus tard. Donc, et rien ne dit que le code résumé agressivement maintenant pourrait encore faire le travail plus tard. C'est parce que la réduction de la redondance a aussi son prix, elle rend le code moins lisible. Donc, vous pouvez maintenant pousser, valider et pousser sur Git. Donc, on a vu, c'est-à-dire on a réduit en partie la redondance du code dans cette partie. Pour y arriver, on a généralisé deux méthodes, ce qui a nécessité l'introduction d'arguments nouveaux pour correspondre aux différences qu'on observe dans chaque cas. Quand les différences observées sont dans les méthodes invoquées et non dans les données utilisées, alors il faut utiliser des types fonctionnels comme action ou func et passer en argument les méthodes elles-mêmes ou alors des lambdas qu'on n'a pas vu ici. On va voir ça dans la prochaine partie. En conclusion, donc, on a ajouté un nouveau modèle de tirelire qui associe données et fonctions dans une seule classe statique. On a protégé davantage les données en utilisant une propriété getPrivateSet. On a ensuite ajouté un menu général et un menu spécifique pour opérer la nouvelle tirelire. Enfin, on a réduit en partie la redondance dans le code en généralisant deux méthodes. Donc, saisissez maintenant votre historique Git en le superposant par-dessus l'exemple qui est fourni, en incluant vos messages, les auteurs, les dates, les ID. Donc, ça se pourrait que vos messages soient légèrement différents, mais ils devraient être pertinents de ceux que vous voyez ici. Si vous n'avez pas complété le TP au complet, donc mettez à ce moment-là l'historique jusqu'où vous vous êtes rendu. Vous pouvez, bien entendu, aussi avoir plus de commits, parce que peut-être des fois vous dites « Ah, je me suis rendu compte général », donc faites un nouveau commit. Okay? Donc, l'idée, c'est que votre historique doit quand même retracer, doit être lisible, on doit comprendre d'après l'historique c'est quoi que vous avez fait, puis qu'est-ce qui s'est passé à chaque étape. Donc, vous faites une saisie, vous mettez par-dessus ça. Vous pouvez maintenant procéder à votre auto-évaluation, donc tirelire 2, partie 1 pour 2 points, menu général pour 6 points et réduire la redondance pour 2 points, pour un total de 10 points. Voilà, c'est tout.